Voici où j'en suis avec la plateforme électrique pour la Super Pac-Man. Ça a avancé quand même pas mal. Donc, première des choses, on commence par l'alimentation, le fil. J'ai refait la fiche. Tout le fil passe ici. Et puis, le hotline ici a une fuse. Le ground et ce qui serait supposément le white s'en vont sur le line filter. Le line filter, lui, va avoir ici le fil qui part vers l'interrupteur de la machine et qui va revenir et qui va se plugger ici sur le distributeur de courant. Alors, on a le ground, on a le blanc. Et ici, on a en fait compte notre distributeur de courant. Donc, on a les trois fils qui s'en vont à la prise électrique qui, elle, va alimenter l'écran LCD et le fluorescent du marquee. Et puis, l'autre alimentation électrique qui s'en vient ici, alimenter le power supply qui va nous donner notre 5 puis notre 12 volts. J'ai mis le ground même connecté là-dessus, mais ça arrive extrêmement souvent que ce fil-là n'est pas là, mais je me dis, bon, tant qu'à faire tant que tout ce top soit là, aussi bien le connecter, c'est pas vraiment beaucoup plus long. Vous remarquerez aussi que pour chaque connexion, ce que j'ai fait, j'ai mis un petit shrink tube au bout, parce que la connexion ici, si jamais on tire et tout, je voulais que ça soit solide. Je voulais que ça soit une petite affaire plus résistant que la normale, vu que les fiches sont à la verticale. Ça fait que, essayons de faire ça en real time. Mettons le fil ici. Et tout ça est sur ma belle petite table. Hein? C'est assez naïf comme ébénisterie. Alors voilà, j'ai fait une belle petite table avec les moyens du bord, parce qu'on n'a pas besoin de faire ça nécessairement extrêmement complexe. Voilà. Mais avant tout, c'est le pratique. Avant l'esthétique, mais je dirais que c'est pas si laid que ça quand même. Il va me rester en fin de compte à mettre une espèce de clip ici pour le fil. En fait, je vais peut-être faire, je sais pas trop, j'ai une espèce de clip électrique que je vais installer éventuellement. Mais avant de tout sceller dans sa forme finale, je fais ce qu'on appelle un espèce de petit test d'allumage. Il fallait que j'aille pas la bonne. Voilà. Ok, ça fait que là, ce qu'on va faire, c'est un petit moment le fun. J'essaie de faire mes vidéos pas trop longs, ça fait que je suis quand même préparé pas mal d'avance. Je suis un peu comme un cuisinier qui a déjà sa tartiflette au four qui chauffe pendant qu'il était en train d'en préparer une autre live. Ça fait. Très satisfait de mon fer à souder en passant. Hein. Je vais l'amener ici tantôt parce que j'ai une petite soudure à faire. Pour ceux qui se le demandaient, parce que je me rends compte que tout ce que je disais un petit peu hier dans mon vidéo, c'était c'est cher mais c'est pratique. Donc si on peut résumer ça en une phrase, c'est un outil c'est cher mais c'est pratique. Dans le cas-ci, mon fer à souder m'a coûté 62 $ plus taxes. Donc c'est quand même un bon investissement, mais c'est pour un outil que tu te sers tout le temps. Ça vaut la peine. Ok. Alors, ici, j'ai déjà installé le board de multijeux 412 jeux en un avec le connecteur JAMA. Ça fait que là, une des choses que je peux faire déjà, c'est connecter mon électricité sur ma machine. Alors ici, ah là là, j'ai oublié mon code couleur. Si je me rappelle bien, le rouge, c'est le 5 volts. Je vais revérifier tantôt. Je ne veux pas m'avancer trop. Alors, une chose, on va faire des choses faciles, comme par exemple, ça c'est le câble pour le marquee que j'ai fait. Alors, on peut déjà connecter notre marquee en haut. Bonk. On peut, après ça, j'ai fait une belle petite couette pour mes grounds. Alors là-dessus, on a le ground pour l'interrupteur, le haut-parleur, l'interrupteur en haut complètement, puis le marquee. Fait que j'en ai 4. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait 2 couettes parce que 4 fils sur un connecteur, c'est peut-être serré. Puis je vais aller me connecter sur la boîte électrique ici. Parce que j'ai une belle petite vis qui dépasse, qui fait parfaitement bien pour mes besoins. Alors, je vais mettre mes 2 fiches sur cette vis-là. Ah, il est trop long d'une petite affaire. Il faut que j'aille chercher mon petit tournevis. En ce moment, on écoute War on Drugs.
The War on Drugs. Un album que j'adore. J'en ai profité de promener mes fusibles. Parce que vous aurez remarqué que mon socket de fusible est vide. Allez, boubou. Bon, il va falloir que je le poigne par là. Je vais faire de quoi? Je vais le pré-clipper pour ensuite le visser. OK. Pour la fuse, si vous vous demandez quelle valeur on met, du 3 ampères Fast Blow. Alors, je vérifie toujours, même si j'ai tout étiqueté, mais 3 ampères. C'est une magie. Il y a pas que c'est une slow, celle-là, c'est petit. OK. Clonk. Après ça, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste notre line ici qui est le retour d'électricité qui arrive de l'interrupteur. Alors quand on va mettre ça à on, le jus va apparaître ici et ça va là-dedans. And the clip is done. Il me reste à maintenant ce fil-là à souder qui est en fin de compte le fil qui part du line filter vers l'interrupteur ici. Tiens, je vais vous expliquer un peu. C'est ça, c'est le fameux interrupteur de porte que je parlais dans l'autre vidéo. Que quand on met la porte, ça ferme la switch, puis ça permet au courant de passer. Donc, ça permet en fin de compte à la machine d'être ouverte. Quand on enlève la porte, l'interrupteur s'ouvre. C'est pour éviter que quelqu'un de moins expérimenté se mette à travailler sur la machine avec le courant. Donc, ça peut être dangereux parce qu'il y a quand même des zones de haut voltage. Mais pour les techniciens qui veulent être capables de travailler sur la zone électrique, tout en ayant la machine ouverte, c'est possible de tirer sur la switch. En tirant sur la switch, ça laisse passer le courant, donc ça permet en fin de compte de travailler sur la machine avec le courant mis. Donc là, je vais le remettre fermé pour l'instant. Je vais rapprocher mon fameux fer à souder. Je ne pourrais pas te me donner un nom. Tellement j'en parle. Hop. Mon fil est passé. Yeah. Malheureusement, non. Je me disais, mais André, t'as qu'à te plugger dans ta prise de courant ici. Sauf que justement, j'ai besoin de cette prise de courant là pour me plugger là. On va faire ça vite. Faut faire vite parce que là, mon fer était chaud. Je viens de le déconnecter. Alors, on ne veut pas qu'il refroidisse trop pour qu'il puisse se réchauffer tout de suite parce que là, j'ai juste une seule soudure à faire. OK. Alors, première étape. On mouille notre pointe. Et là, ce que je vais faire, Comment on fait de la soudure? Toujours étamer son fil. Au début, parce que... Ouais, OK, il est assez chaud. Alors, on applique... On s'assure que notre fil soit bien imbibé. Hot, hot, hot. Etc. Ah, tiens, j'ai accroché mon autre fil en même temps. OK, ça c'est bon. Puis, on étame l'autre portion qui va recevoir le fil. Une fois que ça c'est fait, on peut faire la soudure. Alors, tout ce qu'on a à faire finalement, c'est de chauffer les deux pièces simultanément pour que les deux pièces, c'est très important, il faut chauffer les deux en même temps. Les deux chauffent égales pour être sûr que les deux soient bonnes. OK! Hey, on a quand même pas mal un circuit final. Là.
Si on résume, on a l'électricité qui rentre ici. On a mis une fuse sur l'entrée, sur le hot. On a notre ground, notre blanc qui se répartit ici et là. Et puis on a notre hot qui s'en va là et qui s'en va à l'interrupteur, qui redescend, qui revient ici et qui donne notre hot là et là. Et par la suite, il nous reste... Ah là là! Ah ben tiens, gars, une autre affaire que je peux connecter pour le fun, si on veut faire un petit test. Ça, c'est la prise de courant de l'écran. Ponk! Alors, on a LCD. Il me reste juste à vérifier exactement. Mon rouge va être tout net, je sais, gars. Ok, mon noir, c'est mon ground. Fait que mon noir ground, ça va ici. C'est écrit sous. C'est une question à se poser. Ouais, c'est grand. Oui. Ok. Et puis, le rouge c'est le 5 volts et le jaune c'est le 12. Voilà. Je voulais juste en être sûr. Fait qu'on va tout de suite pouvoir savoir si notre circuit électrique fonctionne bien. Vous remarquez que j'ai pas besoin d'alimenter le moins 5 volts. C'est très rare que des gens ont besoin du moins 5 volts. Et dans le cas de ce board JAMA là, il n'y en a pas besoin. Fait que là, j'ai l'électricité qui arrive par ici dans mon power supply et qui ressort en plus 5 en ground et en 12 volts. Yeah! Do we fire it up? Guess we will. Yeah! C'est toujours important de faire un bruit quand on se lève. C'est important qu'on force. J'ai l'impression qu'on force. Ok. Ce qui veut dire que quand je vais tirer là-dessus, si mon interrupteur en haut est ouvert, l'interrupteur en haut est ouvert, on a une lumière verte ici, mon marquee vient de s'allumer et ma télévision aussi, mon beau téléviseur cathodique. Hey, c'est déjà un très bon début. Regardez, on a le Game Elf. Ils font du beau art hein, quand même pour faire des boards JAMA. Ça fait que ça, c'est l'écran d'accueil du board JAMA qu'on vient de voir. Et voilà, notre board JAMA qui vient de partir. Fait qu'on a en fin de compte notre menu. Ils ont fait un menu graphique quand même pas trop mal. Journée productive, une autre belle étape de franchie. Le support pour l'écran LCD. Si vous voulez vous installer un LCD dans un arcade, c'est pas si simple. Il y a quand même plusieurs petites étapes. Il faut être extrêmement précis parce qu'on peut évidemment, on peut pas se baser sur les armatures de l'ancien écran cathodique. Donc, une des choses qui a la niaiserie à trouver, mais c'est de trouver les vis qui vont fitter dans les armatures. La majorité des écrans LCD ont des vis à l'arrière pour que justement l'écran puisse être soit accroché au mur ou au support. Donc ici, je m'installe dans les ancrages du pied de l'ancien pied de l'écran. Et puis ça va être les supports qui vont aller de chaque côté du cabinet dans lequel ça va être vissé. Ça fait que ça, il faut vraiment que ça soit très solide. Il faut vraiment que ça soit super tough parce que ça soutient quand même un poids pas considérable, pas aussi lourd qu'un écran cathodique, mais c'est quand même, je sais pas loin d'un 10 livres. Là. Ça fait que l'écran est installé et si je me rappelle bien selon mon test de tantôt, le DEL doit apparaître à droite de l'écran, donc le haut de l'écran il est par là. Et puis l'autre étape que j'ai franchie, c'est, là je me suis quand même un petit peu, comment dire, j'ai mis le paquet là pour faire un beau petit shroud custom pour l'écran. Parce que l'ancien shroud, évidemment, il est bombé. Parce que un écran cathodique normal, c'est bombé. Il se vend des shrouds spécialement faits pour les écrans LCD avec des lignes droites. J'ai pris la décision un peu sur le tard de me dire on va y aller avec un shroud custom. Ça fait que j'avais les matériaux à portée de la main. J'ai fait de quoi qui va répondre parfaitement aux besoins. Donc, évidemment, c'est un peu plus large. L'ouverture est un peu plus large. Donc, c'est tout un petit peu en biseau. Il va me rester à le peindre. En ce moment, c'est clippé de façon à ce que ça ne peut pas se déplacer de gauche à droite, ni avant-arrière. Une fois que ça va être parfaitement installé, comme lui, il clippe super serré. Fait que ça, c'est bien. Mais je ne me baserai pas juste là-dessus. Là. Une fois que ça va être mis, puis ça va être complètement installé, je vais quand même
peut-être le TP à défaut de trouver une meilleure façon. Là. Mais de toute façon, cette portion-là, elle va être à côté sur la vitre. Donc, elle va être prise en sandwich entre l'écran et la vitre. Et la vitre, elle, est maintenue par le control panel et une fente au bout de l'ouverture de la vitre. Bref, on pourra virer l'arcade à l'envers, puis ça lâchera jamais. Là. Ça va vraiment rester en place là, tout au long. Ça fait que là, la prochaine étape, ça va être d'installer l'écran parfaitement aligné en dessous de la vitre. Et une fois que ça va être fait, là, je vais peindre l'intérieur noir ici. Pour justement ce qu'on veut, que ça soit masqué. Puis ce qui est quand même important aussi, c'est que c'est encore possible d'avoir accès au bouton de contrôle au besoin si on veut l'ouvrir fermer. Ce qui est super le fun avec ce modèle-là de Dell en plus, c'est qu'il reste allumé quand on ferme le... Il reste en mode power, même quand on enlève le jus. Ce qui veut dire que tant qu'on n'appuie pas sur ce bouton-là, aussitôt qu'on va remettre le courant, l'écran va ouvrir tout seul. Fait que c'est parfait parce que justement pour la machine, ce qu'on veut, c'est on veut un seul interrupteur qui va ouvrir l'intégralité de la machine. Donc le marquee, le board, le power supply et l'écran. Donc c'est le fun, l'écran va s'ouvrir tout seul. Alors c'est pour ça que j'essaie toujours d'avoir ces 19 pouces de Dell là, parce qu'il y a d'autres modèles qui font pas ça, puis ben je peux pas les utiliser parce que tu veux pas que quelqu'un aille ouvrir la vitre à chaque fois qu'il veut ouvrir sa machine. Alors la suite, le suite, c'est d'installer ça au millimètre près. Puis après ça, on pourra justement allumer le tout pour voir ce que ça donne une fois installé. Le bezel, le shroud homemade que j'ai fait a été peinturé noir mat. Faut pas que ça reflète trop. On a installé l'écran, on l'a ajusté au millimètre près. Après, on a mis la vitre. Et puis, bon, le control panel est à faire, mais l'autre étape que je viens de franchir aussi, c'est les connexions pour la coin door. Alors ici, j'ai amené l'électricité du 5 volts du power supply sur les deux sockets de lumière ici. Même si c'est des lumières à 6.3 volts, en recevant du 5 volts, ils vont éclairer vraiment suffisamment là, pour offrir une belle petite lumière des deux petites 25 sous ici. Yeah! Et puis, après ça, ce que j'ai amené, c'est le coin 1 et le coin 2, ainsi qu'un ground. Ce qui fait que si on voudra remettre des monnayeurs un jour, ben, les deux petites switches qui sont ici vont s'actionner et acheter des crédits. Et après ça, il reste aussi la switch pour le test service. Allez, fais ton petit focus là. Ok. Alors ici, si on veut se mettre en mode test et le credit button, si on veut acheter des crédits manuellement, on va pouvoir le faire ici. Donc c'est un peu une redondance, mais écoute, les fils étaient là, puis j'étais en bonne humeur, alors j'ai eu envie de le faire. Alors voyons voir qu'est-ce que ça dit une fois qu'on allume tout ça. Juste. Très bon signe. L'écran s'allume. La petite page d'intro Game Elf et le focus toujours aussi difficile à faire. C'est beaucoup mieux comme ça. Ah, voilà. Alors, vous voyez ce que je veux dire quand on met l'écran, une petite affaire décalée avec le reste du bezel. Ça ajoute la petite profondeur, la petite immersion supplémentaire qu'il faut pour justement rappeler le feeling arcade. Et que justement, quand, selon moi, on met l'écran collé sur la vitre, ça laisse un peu trop dire « je me suis fait une arcade maison ». Et puis, on a nos petites lumières ici qui allument. Ah, ça allume suffisamment, ça, pas besoin de 6.3. Et on rajoute des crédits. On va voir si ça arrive, si on ajoute des crédits. Ouais, lui fonctionne. Le deuxième coin. Ouais, ça marche aussi. Et puis, après ça, le petit bouton crédit ici. Voilà, toutes les insertions de crédit fonctionnent. Prochaine étape, prochaine et pratiquement l'avant-dernière, c'est-à-dire connecter les manettes et les boutons, faire un trou supplémentaire pour mettre le bouton pour le joueur 2. Et une fois que le contrôle panel va être installé, eh bien, je dirais qu'après ça, tout ce qui va rester, ça va être le T-Molding, car on va mettre une nouvelle moulure rouge ici pour y ajouter un petit éclat supplémentaire à la machine. Alors, c'est à suivre dans très peu de temps. Le trou a été fait pour mettre le deuxième joueur ici. Ce que je voulais avant tout, c'était ne pas affecter le visuel de Super Pac-Man. Et je me permettais d'affecter un peu celui-là du fantôme. Alors, les boutons ici ont été remplacés tous par des boutons à micro-switch pour un meilleur temps de réponse.
Et puis aussi parce que, bon, ben, je changeais juste quelques boutons en micro switch, en gardant d'autres en leaf switch, ça aurait peut-être été un peu bizarre comme feeling. Ça fait que, bref, un micro switch, c'est ça, c'est ceux-là où il y a un petit bouton ici qui s'enfonce. Pour savoir comment les connecter, eh bien, sachez que la portion du haut, c'est toujours le ground. Bon, en fait, l'important, c'est que ça a toujours une connexion et ces deux-là permettent de choisir entre deux options, soit le NO ou le NC. NO, ce qui veut dire Normally Open, ça veut dire que la switch est normalement ouverte et c'est juste qu'on appuie sur le bouton qu'on ferme le circuit. Et l'autre, NC, pour Normally Closed, c'est-à-dire que le circuit est normalement fermé et c'est juste qu'on appuie sur la switch qu'on va l'ouvrir. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est momentanément le fermer lorsqu'on appuie sur le bouton. Alors, on met tout ça sur Normally Open. Et puis, ben, évidemment, la manette à la ref leaf switch. Alors ici, on voit la différence. Ça, c'est ce qu'on appelle des leaf switch. En fin de compte, des contacts qui se font juste quand, par exemple, c'est deux lamelles de métal qui se collent. Alors là, par exemple, poc, il y a contact qui se fait. Donc, à l'origine, tout était en leaf switch. Donc, c'est une espèce de petit combo ici, là, de technologie qu'on se permet. Et puis, après ça, ici, le bouton 1, 2, 3. Ici, j'ai préalablement identifié chacun de mes fils, ce qui fait que la connexion a été extrêmement rapide. J'ai juste eu à mettre, en fin de compte, bouton 1, bouton 2, bouton 3. Et là, en fin de compte, ils sont tous connectés. Et tout ce qui me reste à faire, c'est de connecter mon ground, comme ça, aussi facilement. Ah, voilà, j'ai oublié, j'en ai sauté un parce que j'ai la chance d'avoir acheté un connecteur JAMA bien fait, c'est-à-dire qu'il y a un fil de ground spécialement fait pour tout ce qui est connecteur de boutons et de joystick. Et alors on voit ici qu'il y a un connecteur pour sauter en fin de compte d'un bouton à l'autre. Alors c'est très rapide comme ça de pouvoir connecter au ground. Je vais déplacer celui-là rapidement pour être capable d'atteindre celui-là ici. Eux, il leur reste un petit peu d'éteint de rien. Donc ils sont un petit peu plus difficiles à enlever parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessoudé toute l'ancienne couette de fil. Pour que ça soit plus facile, ouais, je vais y aller avec celle-là ici pour être capable de facilement rejoindre les autres boutons. Hop. Ce qui est étonnant avec les boutons 1 et 2 joueurs, vu qu'ils ont un visuel dessus, ils peuvent juste être orientés d'une seule et unique façon, fait que des fois ça fait en sorte que les switches se collent dessus. Alors la portion de fil ici que je n'ai pas besoin, ce que je vais faire tout simplement, c'est la couper. Pas facile de faire tout avec une seule main. Voilà. Puis aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un ground braid que j'avais en réserve. Parce qu'originalement, ces control panels-là, il y a une languette de papier, un peu de plexiglas, qui permettent en fin de compte de supporter le panneau de contrôle lorsqu'on le détache pour justement pouvoir travailler aisément dessus de cette façon-là. Donc ça, c'était cassé à la longue. Et puis, j'ai mis en fin de compte, ici, c'est une grosse languette de métal qui sert un peu, qui fait un peu office de ground. Et là, je vais faire tout simplement un test préalable, à savoir, est-ce que tous les boutons fonctionnent bien? Donc oui, on est rendu à la super étape de tester enfin les jeux. Oui! Voilà. OK. On va déplacer ma petite lumière. On va ouvrir la machine. On va marquer que ça s'allume. Je pense que je ne l'avais pas montré tantôt. Ah, toute beauté. Ah, ben écoutez. Plutôt satisfait. Un panneau de contrôle quand même assez tight. Là, normalement, je ne sais pas si la machine est en free play ou non. Est-ce que je suis capable de naviguer dans les menus? Non. Alors, je dois en premier ajouter un crédit. Alors, je vais ouvrir la porte et appuyer sur mon petit bouton crédit ici. Je m'ajoute un crédit. Et là, je peux commencer à naviguer dans les jeux. Hein? Le bas, il fonctionne. Le haut fonctionne. Est-ce qu'on va jouer à Dig Dog? Pokémon? Girus? Ah ouais, Girus. Bon. Girus. Le jeu démarre en émulation, évidemment. Le son fonctionne. Oh, il fonctionne pas mal, même. On va se permettre d'ajuster le volume un peu sur le bord ici.
Tiens, pour les besoins de l'exercice. Quel bon timing! Je dois avouer que je suis un très gros fan de jeu aussi. Ce qui est magnifique avec ce jeu, c'est non seulement le gameplay, mais la musique aussi. La première fois que je joue comme ça, à une seule main. Quand même un petit peu content en ce moment parce que tout fonctionne du premier coup. Alors vous assistez en direct, avec, si on peut dire semi-direct, la première partie sur cette machine maintenant reconditionnée en format multijeu. One War to Neptune. Tiens, je me suis laissé mourir. Après qu'on aille en fin de compte perdu toutes nos vies, on retourne automatiquement au menu. Alors voilà, il reste à ajuster un contrôle de volume parce qu'on a vu tantôt que c'est pas très pratique en ce moment d'avoir à aller jouer en arrière pour mettre pour contrôler le son. Ça fait que ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser en fin de compte le trou ici qui est déjà fait pour mettre un contrôle de volume, alors qu'en haut c'est carrément l'interrupteur pour ouvrir la machine. Alors voilà, une autre belle étape. Retour au menu. Dans 3. Ah, il attend mon nom. Okay. Il fait un high score de 6007. Est-ce qu'il retourne au menu tout seul? Ou retourner au menu, je crois que c'est appuyer sur Start pendant 5 secondes. Voilà, on appuie sur Start et on a le petit menu de joueur soit continuer à être dans le jeu ou on fait Exit. Ouais, Exit. Et voilà, on retourne dans le menu. Et puis, voilà. Tout est dans les petits détails. Quand j'aborde la restauration d'une machine, je me pose tout le temps la question à savoir, est-ce que c'est comme ça que Sega l'aurait fait? Est-ce que c'est comme ça qu'Atari? Est-ce que c'est comme ça que Namco aurait fait ce détail-là? Dans le sens qu'on ne sait jamais ça va être quoi la vie de la machine une fois qu'elle va quitter l'atelier. On ne sait jamais quel technicien va avoir à travailler dedans ou quelle réparation qu'il va avoir à faire. Donc, je m'assure toujours que la personne qui va suivre, parce qu'on va peut-être se retrouver dans une arcade, cette machine-là, je ne sais pas, on ne sait pas. Il y a une recrudescence en ce moment. Donc, dans 10-15 ans, où est-ce qu'elle va être cette machine-là? Je ne sais pas. Donc, j'aimerais que si j'étais un technicien qui avait à travailler dans cette machine-là un jour, être capable de facilement me retrouver. Donc, on va faire le tour de c'est quoi ces petits détails-là, en fait. Comme par exemple, si on commence par la corde, ça a l'air niaiseux, mais la corde, on veut pas que le cordon sorte facilement, puis on veut pas qu'il soit cassé ou que si on tire. Donc, je me suis permis de faire un seul nœud. À l'origine, il y en avait genre 7-8 au point qu'il était tellement serré que ça avait fendu le câble. Et j'ai mis une plaque de métal entourée de tape électrique pour éviter que la corde puisse couper. Donc, c'est possible de repousser le câble à l'intérieur, mais c'est aussi possible de le passer à l'intérieur de la fente pour complètement le cacher à l'intérieur du cabinet lors du transport. Là, on est sûr que si quelqu'un tire sur la corde, il ne se passera rien. Et il y a même une autre attache ici qui est posée pour faire une double protection sur la petite table. Après ça, autre détail, sur le bord Jama ici, on ne voit pas super, désolé, j'ai pas de lumière. J'ai mis un support ici, une espèce de petit fil accroché qui soutient toutes les connexions de fil dont on n'a pas besoin. Donc là-dessus, il y a tous les boutons pour le joueur numéro 2, le bouton, après ça, les connexions pour les câbles vidéo si on avait mis un écran cathodique par exemple. Donc, je m'assure toujours de faire que mon filage est le plus attaché, bien serré, facilement identifié. Comme là, ici, on voit facilement que c'est le câble pour les speakers. Après ça, il y a les deux câbles pour l'alimentation puis le câble vidéo du LCD. Ici, c'est le câble d'alimentation pour les lumières sur la porte. Donc, pour ma part, je trouve ça important. Comme par exemple, ici, j'ai mis la feuille de toutes les représentations du connecteur JAMA. Donc, on est capable, en fin de compte, rapidement, on sait que ça identifie à un technicien potentiel que ça, c'est une prise JAMA. Et puis ici, il est capable de dire exactement quel fil sert à quoi. Comme par exemple, ici, c'est tous les pitons pour player 1, up, down, left, right, piton 1, 2, 3. Donc, ils se trouvent tous ici. Après ça, c'est quoi l'autre petit détail que j'ai fait? Ben, j'ai toutes les connexions. Tout ici, tous mes fils ont été attachés. Donc, tout est propre. Il n'y a rien qui pend nulle part. Et puis, j'ai fini par mettre le bouton de contrôle de volume ici. Donc, ça, c'est très pratique. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer un système de contrôle de volume?
Et puis, ben là, ce qui nous reste vraiment, c'est mettre le fameux, fameuse moulure rouge, qui va aller rechercher en fin de compte le rouge des détails dans le visuel original de Super Pac-Man. Et je vais faire aussi une petite job de peinture noire sur la porte. Le client il est prêt à vivre avec toutes les petites cicatrices de guerre de la machine et je trouve aussi qu'elle donne un cachet quand même particulier. C'est pas si pire. Oui, si on était vraiment très maniaque, il y aurait raison de tout sabler le cabinet et de remettre un nouveau kit de stickers. Mais je trouve qu'elle elle a quand même la jolie patine des arcades du temps. Et puis, franchement, très viable sous ce format-là. Mais il ne faut pas se le cacher. Et changer tout le visuel, c'est une job assez ardue et assez coûteuse. Donc, pour l'instant, ce qu'on voulait, c'était surtout une mise à jour avec les multijeux dedans. Ça fait que... Ah! On est vraiment très près de la fin. Je trouve ça très le fun. Demain, ça va être la livraison de la machine. Donc, dans quelques instants, je m'attaque tout de suite aux moulures et à la porte. Puis, on pourra dire qu'on aura terminé le projet. À tantôt! Bam! Finito! La machine est terminée. La moulure rouge est installée. La porte est repeinte. Elle est maintenant prête à être livrée. Très content du résultat final. Franchement, ça a bien été. Pas eu d'embûche particulière cette semaine pour la mise en multijeu de cette arcade. On a Super Pac-Man qui roule en ce moment. Si on veut revenir au menu, on appuie pendant 5 secondes. Et puis là, ben, peut-être une dernière chose que je vais y faire. Il y a quand même 412 jeux dans ce menu-là. Il y a des jeux qui sont en double, il y en a qui sont plus des bootlegs, il y en a qui sont moins intéressants. Fait que je vais faire un petit ménage là, comme Chaos. J'ai aucune idée c'est quoi et sérieusement, je pense qu'il y a d'autres jeux que celui-là que je vais essayer de découvrir. Gunfight, Monster Bash. Malheureusement, c'est pas la machine à boules. Alors voilà, ça fait que ça conclut pour la restauration de la Super Pac-Man. On se dit à très bientôt parce que dès demain, c'est un autre contrat qui commence. En fait, j'ai 3 écrans à faire une réfection et puis après ça, c'est la Juiced, la fameuse Juice qui va aller au McFly. Alors, j'attends les pièces, mais d'ici là, je vais restaurer les écrans. Et puis, aussitôt que j'ai les pièces, the Juiced must go on.